Je voudrais parler cette fois-ci de la transition de façon, comme c'est à la mode maintenant, un peu plus inclusive, pour que les uns et les autres, venus des pays de l'UEMOA, pour que le secteur privé malien, pour que les diplomates qui sont dans notre pays soient informés davantage de la démarche du gouvernement, de ce qui se passe chez nous. Mesdames et messieurs, le secteur privé malien, je pense que ces dernières années, plus que jamais, a donné la preuve de son patriotisme. N'eût été l'engagement sans faille du secteur privé malien, il y a eu plusieurs situations où notre pays pouvait se trouver en rupture d'approvisionnement en produits de première nécessité. Et cela souvent au prix de risques, parce que le secteur privé aussi n'est pas à l'abri des actes terroristes. Mesdames et messieurs, dans une société, je l'ai dit plusieurs fois, je reviens là-dessus exprès. On dit que la répétition est pédagogique. Il y a 4 acteurs clés dans toute société organisée. Vous avez ceux qui créent et distribuent les richesses, qui nourrissent la société. Ce sont les acteurs économiques. Sans être nourri, on ne peut pas être un homme digne. Un homme qui a faim n'est pas un homme digne. Vous avez les acteurs qui s'occupent de la vie spirituelle de la société. La nourriture physique seulement ne suffit pas. Il faut la spiritualité. Qui s'en occupe? Ce sont les religieux. Ce sont les artistes, ce sont les cinéastes, ce sont les poètes, les philosophes, en un mot tous ceux qui s'occupent de l'esprit et du cœur des citoyens. Ils sont utiles à la société. Vous avez ceux qui s'occupent de la sécurité des citoyens, essentiellement connus sous le nom des agents des forces armées et de sécurité. Sans sécurité, rien ne peut se faire. La sécurité est le premier besoin de l'homme. Un État qui ne peut pas sécuriser ses citoyens ne peut pas être un État légitime. Le premier élément de légitimation d'un État, c'est sa capacité à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Et vous avez enfin le 4e acteur, c'est ceux qui s'occupent de la gestion de la cité, c'est les hommes politiques. Aussi longtemps que les responsables politiques, les dirigeants politiques, n'arrivent pas à faire une articulation intelligente entre ces différentes composantes dont je viens de parler, et gérer dans le sens où chaque citoyen trouve son compte, chaque composante vit du fruit de son travail. Aussi longtemps que cela ne se fait pas, la société ne peut pas être stable. Et c'est pourquoi la situation que nous vivons au Mali aujourd'hui, quand vous entendez les citoyens, ils vous disent que c'est la faute des responsables politiques. La plupart des gens nous le disent. Je suis moi-même interpellé régulièrement. Vous, les hommes politiques, les citoyens lambda le disent, les opérateurs économiques le disent, les agents de forces de sécurité le disent, les hommes de culture, de culte le disent. Parce qu'en vérité, ils doivent agir au nom de tout le monde. Et lorsqu'ils ne le font pas, chacune de ces composantes se dit, il faut alors que moi-même je prenne le pouvoir pour me défendre.
C'est ce qui explique souvent ce que les uns et les autres appellent l'irruption des religieux sur la scène politique. Souvent, les conditions sont créées par les hommes politiques, qui souvent, en manque de projets, vont chercher la bénédiction des religieux, la bénédiction des philosophes, des hommes de culture, des artistes. Mais une fois arrivés au pouvoir, les gens ont le sentiment qu'ils font tout autre chose. Ils prennent des décisions qui heurtent souvent la sensibilité religieuse. Je ne reviens pas là-dessus ici, vous avez connu des grandes mobilisations où les religieux se sont sentis attaqués dans leurs croyances. Un homme politique qui gère normalement doit faire une bonne articulation pour ne pas créer ce sentiment. Et cela est valable sur tous les hommes de culture. Idem pour le monde des affaires, qui arrive souvent à avoir l'impression que certains hommes politiques sont devenus des opérateurs économiques qui leur font une concurrence déloyale à partir de leur position politique. Et ça pousse certains à dire, alors je vais aussi chercher à prendre le pouvoir. Après, on crie, ah, les hommes d'affaires maintenant veulent faire la politique. L'explication principale, c'est ça. Parce qu'ils ont le sentiment que certains utilisent leur position politique pour faire les affaires. Et eux les empêcher de prospérer. Alors que le rôle de l'État, le rôle du politique, c'est de fixer les règles du jeu. D'être un État stratège, de faire les routes, de rendre l'électricité disponible, l'école, la santé. Après, ceux qui ont des initiatives, ils créent, ils se battent, ils s'enrichissent, ils redistribuent cette richesse à la société. Et vous avez enfin les agents des forces armées de sécurité. Lorsque les ressources qui sont mises à leur disposition sont utilisées à d'autres fins, souvent par des responsables politiques, la société est désarticulée. Ça explique, ce n'est pas la seule explication, mais ça fait partie des explications. Pourquoi souvent les agents des forces armées de sécurité se disent, alors il faut que nous-mêmes on prenne le pouvoir pour régler nos problèmes et pour équilibrer la société. Souvent c'est des bonnes, mauvaises solutions en fait. Mais tout s'explique. Tout ça pour dire, pour revenir à la situation malienne, où nous sommes en transition. Il n'y a pas de modèle unique de transition, de même qu'il n'y a pas de modèle unique de démocratie. Les pays d'où nous viennent les modèles que nous copions ont chacun sa constitution, sa façon de se gérer en fonction de ses réalités historiques, sociales, sociologiques. Donc on ne peut pas plaquer un même modèle partout. Les transitions ne consistent pas, de notre point de vue, à changer juste une équipe par une autre. Ne consiste pas en une course de relais où un autre vient et remet juste l'estafette à un autre qui continue. La transition, pour qu'elle réussisse, elle doit tenir compte des conditions de sa survenue. Dans quelles conditions la transition est survenue? Si c'est une transition qui survient à la suite d'une disparition d'une personnalité, elle est plus facile à gérer. On peut fixer des délais pour pourvoir à cette responsabilité. En organisant des élections, on voit les délais raisonnables. Si c'est une transition survenue à la suite d'une violation grave de la Constitution, sa mission principale, c'est de restaurer l'application normale de la Constitution, au besoin en élaborer une nouvelle Constitution. Mais dans le cas d'espèce du Mali, ce n'est ni l'un ni l'autre seulement. Vous avez des conditions qui ont présidé à la survenue de la Constitution. Elles sont 5. La première,
Pourquoi en moins de 15-20 ans, nous avons 4-5 coups d'État? Entre les coups d'État et les tentatives de coups d'État, quand on les comptabilise, on en est à 5, 6 ou 7. Pourquoi? Si on ne répond pas à cette question et trouver les solutions, les tentatives de solutions, la transition sera un échec. Il y aura une transition, mais après, il y aura d'autres coups d'État. Quelles sont les conditions de survenue de la transition actuelle? D'abord, un sentiment de frustration généralisée. Parti du sentiment que l'État n'arrive pas à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Je disais tantôt, un État qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens ne peut pas être un État légitime. Donc, l'État s'est délégitimé au fur et à mesure de l'élargissement de l'insécurité. En 2012, une partie des forces armées de sécurité est sortie des casernes pour dire que le chef de l'État n'est pas capable d'assurer la sécurité du pays, de gérer l'armée. Je ne porte pas de jugement de valeur, mais c'est ce qui a été dit. En 2020, les mêmes arguments existent. Vous entendez tout le monde dire, en 2013, à l'avènement du président, nous avions une insécurité résiduelle à Kidal. Aujourd'hui, c'est 70 à 80% du territoire. Donc, ça ne peut pas continuer. Donc, le même argument qui a présidé au changement en 2012. Sauf qu'il y a une circonstance aggravante cette fois-ci. C'est l'impunité et la corruption. Les disparitions forcées des citoyens, dont on ne connaît pas le lieu d'enterrement, en pleine démocratie, des journalistes notamment. Vous avez l'utilisation abusive de composants des forces de sécurité qui n'ont pas vocation à maintenir l'ordre. Le maintien d'ordre, il y a des forces prévues pour cela. Vous avez la police, la gendarmerie, la garde, au besoin même l'armée. Mais on n'a pas créé des forces spéciales antiterroristes pour qu'un pouvoir politique les utilise contre des manifestants. Ça s'est passé ici. Heureusement que les Maliens ont fait le discernement. Les Maliens n'ont pas accusé toute l'armée. Ils savent ce qui s'est passé. Vous avez des ressources importantes que le peuple a sacrifiées pour sa sécurité. À la fin de la transition de 2013, le gouvernement a élaboré ce qu'on appelle la loi d'orientation et de programmation militaire pour éviter de gérer au coup par coup de 400 milliards. Après les élections, le nouveau gouvernement, investi de la légitimité qu'il a eu au sortir des urnes, l'a réévalué et l'a mené à 1230 milliards de francs CFA. 3 fois plus. Tous les citoyens ont accepté. À l'Assemblée, les députés ont voté. Donc, à l'unanimité, le peuple a dit « Il n'y a pas de sacrifice que je ne consens pas à mon armée ». 7 ans après, des militaires tombent sur le terrain, sur le champ d'honneur. On les enterre dans des fosses communes. Parce qu'il n'y a pas de quoi transporter les corps pour les enterrer de façon digne. Des militaires tombent dans des embuscades parce qu'ils vont chercher de l'eau dans des puits, loin de leur base. Manque d'eau, manque de nourriture, manque de médicaments, sans parler des armements. Les Maliens décident, on les informe qu'on a débloqué des moyens pour acheter des vecteurs aériens en grande quantité. Tout le monde a applaudi. Au finish, on n'a que 20 à 25% des équipements pour lesquels les moyens financiers ont été débloqués. Les 75% sont allés où? Personne ne sait.
Mais dans ces conditions, quel est le sentiment du peuple? C'est le sentiment d'abandon. Ça, c'est une première raison de l'insurrection qui a conduit au changement. L'incapacité de l'État à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. L'impunité, la corruption généralisée. Ça, c'est des circonstances aggravantes qui sont venues s'ajouter aux mêmes raisons de 2012. Ça, c'est le premier élément qu'il faut considérer dans l'appréciation de la transition. Le deuxième élément dans l'appréciation de la transition, c'est que le soulèvement est parti des résultats des élections. Où, comme le disent les hommes politiques, la Cour constitutionnelle a décidé d'organiser un troisième tour des élections, alors que la Constitution a prévu 2 tours. En procédant à des modifications du résultat du vote des citoyens, pour attribuer le pouvoir à celui qui n'a pas gagné, notamment les députés. Le résultat, c'est que des députés qui ont été démocratiquement élus, que les populations ont élus, ont été victimes de ces grains pourris d'arachide qu'on a mis dans le sac où il y avait les bonnes graines. Vous savez, chez nous, on dit un sac d'arachide, même si toutes les graines sont bonnes, s'il y a une mauvaise graine là-dedans qui est pourrie, elle va contaminer tout le reste. Donc tous les députés, y compris ceux qui ont été bien élus, se sont trouvés frappés du bâton de l'indignité parce qu'on a voulu imposer aux Maliens des députés élus frauduleusement. Et quand les citoyens sont sortis pour manifester, on utilise une composante des forces armées pour tuer la population. Le pouvoir utilise ça. Et donc, l'une des revendications de la population, c'est de dire, désormais, s'il y a un changement de régime, il faut faire en sorte qu'on minimise les risques de contestation, donc de fraude des élections. La solution, elle est bonne ou non, mais celle qui est préconisée depuis 20 ans, c'est de dire qu'il faut un organe unique indépendant pour organiser les élections. Deuxième revendication du peuple qu'il faut intégrer. La troisième, c'est de dire qu'il y a des réformes qui sont nécessaires. S'il y a eu 4, 5, 6 coups d'État en moins de 10 ans, entre les tentatives et les véritables coups d'État, vous avez 5, 6 en moins de 10 ans. Pourquoi? La conclusion qui est tirée pour l'instant, le temps nous prouvera si c'est la meilleure, c'est qu'il y a des réformes politiques et institutionnelles importantes qu'il faut faire dans le pays. Et l'illustration la plus éloquente a été donnée en 2018, après l'élection présidentielle, où pendant 8 mois, le président a été contesté. La CEDEAO, dans son rôle, a levé une délégation de haut niveau, conduite par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, une délégation ministérielle qui a séjourné plusieurs jours ici. Elle a conclu dans un rapport, je cite in extenso, au vu de la situation politique, au vu des échanges avec tous les partenaires, la CEDEAO arrive à la conclusion qu'on ne doit plus organiser au Mali d'élections sans faire les réformes politiques et institutionnelles pour éviter d'autres crises. Ce rapport a été déposé en octobre 2018 auprès du gouvernement. Jusqu'à la chute du gouvernement, ces réformes n'ont pas été opérées. Ça fait partie des missions de cette transition. Opérer ces réformes politiques et institutionnelles, demandées par le peuple depuis 20 ans, mais reportées à chaque fois. Vous avez ensuite l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. C'est une spécificité de la transition malienne qui n'existe nulle part. Il faut se rappeler que toute la crise est partie de la rébellion de 2012 et la mise en œuvre de cet accord ne va pas de façon automatique sur des roulettes. La preuve, c'est que lorsqu'on le signait, on a dit que ça doit se réaliser en 2 ans. 2015, 2021, ça fait 6 ans. Vous avez un malade
vous les diagnostiquez, vous prescrivez une ordonnance, vous donnez des médicaments pour 2 semaines. À la fin de 6 semaines, le malade n'est pas totalement guéri. Il faut se poser des questions. Est-ce que c'est parce que les médicaments prescrits sont pris de façon régulière? Est-ce que ça, c'est des questions qu'il faut se poser? Et s'il y a des insuffisances, les corriger. Donc, les conditions que je viens de signer n'existent nulle part où il y a les transitions actuellement au Mali, en Afrique. Et donc, on ne peut pas ramener la transition à une course d'estafette d'un certain nombre de mois qui sont standardisés, 6 mois, 18 mois, 24 mois, pour tout le monde, sans tenir compte des réalités, des conditions de survenue de la transition. Ce que le gouvernement de transition, sous la haute autorité du président Goïta, explique régulièrement, sans relâche, sans se lasser, à nos partenaires, à nos amis, à nos citoyens, c'est que pour que la transition ait des chances de réussir, les problèmes que je viens de poser doivent être pris un à un et traités à fond. Pour qu'à la fin de la transition, nous multiplions les chances d'avoir une stabilité politique et institutionnelle dans notre pays. C'est important que je donne ces explications parce que l'idée que donnent les médias, l'idée que donnent souvent les hommes politiques, l'idée que les uns et les autres ont dans les débats, c'est de dire on a fixé un délai, il faut le respecter, quel que soit le prix. Pour avoir quoi après? Au lendemain des élections, un autre soulèvement pour contester les élections. On n'a pas mis la sécurité sur tout le pays. Donc, le lendemain, un autre groupe de militaires va se lever pour dire que le président est incapable de gérer l'armée. Les cas d'impunité n'auront pas été clarifiés. Donc, celui qui vient peut se dire, moi aussi, je peux faire éliminer des gens s'ils ne me conviennent pas. Moi aussi, on peut détourner l'argent des forces armées de sécurité de façon impunie jusqu'au prochain soulèvement, civil ou militaire. Donc nous travaillons à minimiser les risques de contestation du processus politique, à poser des bases solides d'une transition réussie. Il n'y a pas un autre agenda. Et c'est pour cela que nous avons demandé à nos partenaires de faire preuve de compréhension. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dossiers qui ont avancé. La lutte contre la corruption et l'impunité, les dossiers sont ouverts, sont dans les mains de la justice. Les disparitions forcées, les détournements à grande échelle, l'utilisation d'une partie des forces de sécurité contre les citoyens. Ces dossiers avancent. Pour l'organe unique, la loi est votée, c'est sur la table du Conseil national de transition pour être institué. Le ministre de l'administration continue à travailler pour préparer les listes électorales pour les élections. Le ministre des Maliens de l'extérieur se déplace régulièrement. Et aujourd'hui, nous avons les assises nationales de la refondation qui s'ouvrent le 11, qui vont concerner les communes, les cercles, les régions, les Maliens établis à l'extérieur, les lieux de grande concentration des Maliens, les camps de réfugiés extérieurs et les réfugiés des déplacés internes, pour que chaque Malien se sente concerné dans l'écriture de cette nouvelle page de notre histoire. Ces assises prendront fin en fin décembre. À cette date où les semaines qui suivent, le gouvernement reviendra vers le peuple, vers ses partenaires, avec un nouvel agenda qui tient compte de ce dont je viens de parler, qui n'existe nulle part. Je voudrais que nos amis de l'UEMOA, que le monde des affaires, qui n'est pas souvent impliqué dans la gestion quotidienne de la politique, puisse le voir, le comprendre. Parce qu'une bonne compréhension de la politique par le monde des affaires,
c'est la bonne santé des affaires, c'est la bonne santé pour le politique lui-même. Et c'est pour cela que le président de la transition me charge de vous informer qu'il a l'intention de vous recevoir dans la semaine, tout le secteur privé. Parce qu'il a rencontré toutes les forces vives de la nation. Il a décidé de rencontrer l'ensemble du secteur privé. D'abord pour vous dire toute la considération et la reconnaissance de lui-même, du gouvernement et de la nation pour ce que vous faites. Pour ensuite vous expliquer les contraintes qu'il a aujourd'hui. Vous demander de vous impliquer dans le processus de transformation qualitative de notre société. Vous demandez de continuer dans la ligne que vous avez choisie, d'assurer l'approvisionnement de notre pays en denrées de première nécessité. Et aussi, avoir vos conseils et votre soutien. Parce que pour que la transition réussisse, il a besoin d'être légitime. Et pour cela, il doit avoir le soutien de la grande majorité des Maliens. Et votre corps, comme je viens de le dire, a un rôle particulier, j'allais dire singulier, à jouer. Et donc c'est une réunion, je pense, où, devant le monde entier, il vous exprimera la reconnaissance de la nation. Peut-être qu'il prendra d'autres initiatives en votre endroit, parce que il considère que le monde des affaires ne peut jamais être suffisamment remercié. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voudrais dire avant de déclarer ouverte la 22e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de Lyon. Je vous remercie de votre attention.